BFM Business, BFM Crypto, les pros, avec Stéphane Pedrazzi. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver comme tous les vendredis, les pros des cryptos. On va revenir sur la semaine écoulée, les infos du monde des crypto-monnaies avec nos invités. Claire Balva, VP Stratégie chez Deblock. Bonjour Claire. Bonjour Stéphane. Merci d'être avec nous. Thibaut Boutroux est également avec nous, directeur des opérations chez Meria. Bonjour Thibaut. Et Xavier Fesneau, associé chez Interactive Trading. Bonjour donc à tous les trois. D'abord un coup d'œil sur les niveaux, l'évolution des principales cryptos cet après-midi. D'abord avec Xavier Fesneau. Bonjour Xavier. Bonjour Stéphane. Alors le Bitcoin, cette semaine, il s'est stabilisé après 2 semaines qui ont été quand même particulièrement difficiles. On avait perdu pas loin de 10 000 $ en 2 semaines sur le Bitcoin. Là, on est sur une phase de stabilisation. C'est exactement ça. C'est vrai qu'on s'est fait une petite frayeur ces 2 dernières semaines. On a glissé quand même le temps d'un instant sous 60 000 $. Alors pour autant, je l'ai déjà dit, je le répète, je reste encore positif puisque c'est justement cette même zone des 60 000 $ qui fait office de ce qu'on appelle en analyse technique un support. Et ça date pas d'hier, en fait c'est exactement la même configuration depuis le mois de mars. À chaque fois qu'il revient sur cette zone, il arrive à se reprendre et à retourner au-delà des 70 000 $. Alors pour autant, vous l'avez dit, il n'y a pas d'emballement non plus, ça reste calme. Au vu du manque de visibilité, si on regarde plus largement qu'on a sur les marchés dans leur ensemble, presque tout est dans des consolidations latérales depuis 4 mois. Alors, hormis peut-être les valeurs technologiques aux États-Unis qui restent très bien orientées, c'est la même chose sur l'or, le dollar américain, les taux d'intérêt. Et même s'il n'y a pas vraiment de corrélation entre les marchés traditionnels et le marché crypto, il y a quand même un effet de mimétisme. Donc, toujours finalement la même stratégie depuis des mois, finalement tenir dans une optique de long terme parce qu'il n'y a pas de dégradation majeure tant que le Bitcoin tiendra les 48 000 $. Et à court terme, achat systématique dès qu'il y a un dump sur des zones clés assez faciles à repérer finalement pour le coup, pour revendre en partie dès que ça remonte de 5, 10, parfois 20% progressivement et en recommençant finalement tant qu'on tient les 60 000 $. Et à nouveau, si le Bitcoin arrive à repasser les 65 000 $ ces prochains jours, 70 000 $ en ligne de mire, ça c'est vraiment le gros rempart qu'on a depuis le début de cette année 2024 qui mettra probablement du temps à céder, même si ça reste quand même mon scénario central, encore une fois, tant qu'on tient les 60 000 $ à court terme et même les 46 000, 50 000 $ à moyen terme. Est-ce que la configuration est la même pour l'Ethereum? Est-ce qu'on a eu cette baisse sur 2 semaines et une stabilisation également sur les 4-5 derniers jours? Alors c'est vrai que l'Ether avait reperdu de la force durant les 15 premiers jours du mois de juin face au Bitcoin, parce qu'on compare généralement au Bitcoin. Et là, finalement, depuis 15 jours, il surperforme à nouveau Bitcoin. Alors preuve en est, puisque sur la semaine, même si elle n'est pas terminée, on perd 2,5% sur Bitcoin et on gagne 1% sur l'Ether. Il tient effectivement une zone support lui aussi des 3 300 $. Ça, c'est ce qui le maintient finalement dans une tendance haussière qui est en place depuis 9 mois, ce qui pourrait d'ailleurs même lui permettre de repasser les 3 600 $ ces prochains jours et ouvrir la voie au nouveau plus annuel vers 4 000 $. Donc c'est vrai, oui, sur l'Ether, j'ai plutôt une petite préférence sur l'Ether depuis ces derniers jours qui démontre d'ailleurs sa force à court terme vis-à-vis du Bitcoin. Merci beaucoup Xavier Fesneau, associé chez Interactive Trading. On va revenir sur l'actu de la semaine. Pas de répit à l'approche de l'été pour les crypto-monnaies en début de semaine. On a vu le marché baisser subitement en dessous des 60 000 $, c'est ce que nous disait Xavier à l'instant. Scénario classique, Claire Balva, de Sell the News, à l'annonce des remboursements liés à l'affaire Mt. Gox, 10 ans après son piratage, c'était en 2014. Mt. Gox, faut bien imaginer que c'était le Binance de 2013-2014. Voilà. C'était vraiment le plus gros exchange de l'époque qui faisait à peu près 70% des transactions fin 2013, début 2014. Et Mt. Gox avait fait faillite brutalement, avait complètement arrêté les transactions en février 2014 à la suite d'un gigantesque hack. En tout cas, c'est ce qui a été annoncé par la plateforme, de 850 000 bitcoins. Donc ça devait valoir 400-500 millions de dollars à l'époque. Aujourd'hui, c'est à peu près 100 fois plus. Et donc forcément, ça avait été un traumatisme pour les utilisateurs à l'époque qui d'un coup avaient complètement perdu les actifs qu'ils avaient sur cette plateforme. À la suite de ça, il y a eu une enquête approfondie et il y a eu un vrai scandale parce que le patron de cette plateforme, Mark Karpelès, a été arrêté et il a été jugé pour falsification d'informations. Et en fait, il y avait surtout des soupçons sur le fait qu'il avait potentiellement pris dans la caisse et que ce hack n'était pas vraiment un hack, mais qu'il se serait aussi servi dans les fonds de Mt. Gox. Alors finalement, il n'a pas été reconnu coupable de ce fait d'accusation-là. En revanche, il a été reconnu coupable d'avoir menti, d'avoir falsifié un certain nombre d'informations.
Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'il y a un avocat qui est en charge de la liquidation de Mt. Gox, toujours 10 ans après. Il y a un certain nombre de bitcoins qui ont été retrouvés. Et là, les remboursements sont en train de commencer. D'où le fait que forcément, il y a beaucoup de bitcoins. On parle de plus de 100 000 bitcoins. Ça peut générer une pression à la vente, puisqu'un certain nombre de personnes vont recevoir beaucoup de bitcoins, ces remboursements arrivant directement en ce moment. Alors justement, on va parler de ce processus de remboursement avec Thibaut Boutroux. Thibaut, comment ça va se dérouler et est-ce qu'il faut s'inquiéter pour le marché de ce processus de remboursement? Quelles peuvent être les conséquences? Oui, c'est ça. En fait, il y a deux informations. La première, c'est effectivement que le dénouement, en tout cas la fin de la saga est proche, puisque les remboursements ils vont débuter à partir de la semaine prochaine, en tout cas à partir de début juillet, et ils vont s'étaler comme ça jusque la fin de cette année-là. La deuxième information importante, c'est que les remboursements ils vont être effectués en Bitcoin et également en Bitcoin Cash. Puis il y a les Bitcoin Cash qui ont été générés aussi par le fork il y a quelques années. Donc il y a à peu près 140 000 Bitcoin et 140 000 Bitcoin Cash qui vont être distribués, qui vont être remis sur le marché. Et en fait, c'est cette information-là qui inquiète le marché. Puisque le fait qu'ils soient distribués en Bitcoin, il faut imaginer, Claire le disait précédemment, que c'est des Bitcoins qui ont été acquis avant 2014 et donc à un prix bien moindre que celui actuel. Et donc potentiellement, on peut imaginer qu'une partie, en tout cas les gens qui vont recevoir ces bitcoins-là, qu'ils avaient considérés comme perdus, potentiellement ils vont les vendre. Et si tous ces bitcoins-là sont vendus, ça crée une pression vendeuse qui est importante. Néanmoins, il y a plusieurs raisons d'être optimiste et je vais reprendre les arguments qui ont été cités par le directeur général de Galaxy Digital qui expliquait plusieurs choses. La première, c'est que ceux qui vont recevoir ces bitcoins-là, c'est des gens qui ont acheté des bitcoins avant 2014. Donc, c'était des gens qui étaient quand même assez précurseurs, qui étaient early sur la technologie. Donc, il y a des chances que ces gens aient des convictions et des certitudes sur Bitcoin et donc certainement, ils vont pas vendre tout. Et donc, cette période-là, il y avait des organismes qui sont créés et qui rachetaient progressivement en fait les bitcoins des gens en leur disant voilà, je ne sais pas si tu vas retrouver tes bitcoins, moi je peux te les racheter avec un discount et qui se constituait une potentielle réserve future. Et on a beaucoup de gens qui ont tenu et qui ont refusé ces rachats-là. Donc, s'ils ont refusé ces rachats-là, il y a des chances de penser qu'ils ne vont pas forcément vendre aujourd'hui. Et de l'autre côté, ceux qui ont cédé et qui ont vendu leur Bitcoin à ces organismes-là sont plutôt, a priori, dans une optique de se constituer une réserve et donc ils ne vont pas forcément être vendeurs. Donc, quand on met tout ça bout à bout, effectivement, on se dit que il y a beaucoup de bitcoins qui vont être mis sur le marché. Est-ce que le marché ne surinterprète peut-être pas ça? C'est possible. En tout cas, il va falloir être attentif. De la même manière, les 140 000 bitcoins, ils ne vont pas être mis sur le marché d'un seul coup. Ça va se faire de manière linéaire. Donc, l'impact sur le marché, il y en aura certainement un, mais il sera peut-être un peu moindre que ce qui est attendu. En parlant de remboursement, on a des nouvelles d'un autre dossier, Claire. C'est FTX. Au printemps dernier, les débiteurs avaient présenté un plan de remboursement qui n'avait pas manqué de faire réagir. À présent, la parole est aux créanciers. Quelles sont les prochaines étapes dans ce processus, ou en tout cas cette demande de remboursement? La question qui se pose en ce moment, c'est de savoir si les anciens utilisateurs d'FTX vont être remboursés, en tout cas partiellement remboursés, en devise ou en crypto. C'est-à-dire, est-ce qu'ils vont recevoir, là, comme on l'a vu pour Mt. Gox, des bitcoins, par exemple, s'ils détenaient des bitcoins sur FTX, ou est-ce qu'ils vont recevoir l'équivalent de ces bitcoins en dollars, mais au cours de novembre 2022, puisque la faillite d'FTX, c'était novembre 2022. Les annonces qui ont été faites pour l'instant indiquent plutôt un remboursement en devise, ce qui évidemment ne contente pas du tout la plupart des créanciers, des utilisateurs d'FTX, parce que tout simplement le Bitcoin a été multiplié par quasiment 4 depuis, il me semble. Donc forcément, ces personnes-là auraient préféré être remboursées en crypto, d'autant plus que ce remboursement en fiat, en devise, serait directement imposable par le fisc américain en l'occurrence. Ça change la donne. Voilà, ça change la donne et puis forcément on ne parle pas du tout des mêmes montants. Donc ce qui se passe maintenant, c'est que cette semaine, on a eu une audience dans laquelle le juge a tout simplement dit qu'il allait avoir une consultation pour essayer de recueillir un peu les opinions de tout le monde et que tout le monde puisse s'exprimer sur cette affaire. Il y a des groupes de créanciers qui sont en train de faire valoir leurs opinions dans cette affaire-là. Il y a de prochaines audiences cet été, une le 17 juillet, l'autre le 15 août. Donc rien n'est fixé et le tribunal de toute façon n'est pas tenu de suivre les demandes qui sont faites dans ces consultations-là, mais on peut au moins avoir l'espoir que les utilisateurs se fassent entendre pendant ces audiences. Ça peut prendre du temps pour Mt. Gox, ça a pris une dizaine d'années. Justement, Thibaut, on parlait de Mt. Gox juste avant. Il semble qu'il y ait d'autres responsables de la pression qu'on a vue sur le marché ces derniers jours. L'un d'entre eux, ce serait le gouvernement allemand. Comment est-ce que le gouvernement allemand a pu perturber le marché des cryptos ?
Ouais, ça paraît assez intriguant dit comme ça. En fait, il faut remonter au début de cette année, en janvier 2024, le gouvernement allemand a fait une saisie record, 50 000 bitcoins qui ont été récupérés dans le cadre de la fermeture d'un site de piratage. Et donc ces bitcoins-là, aujourd'hui, on sait qu'ils appartiennent au gouvernement allemand. Ils sont suivis par différentes entités d'analyse de transactions on-chain. Là, en l'occurrence, c'est Arkham Intelligence qui a remonté l'information. Il s'avère qu'il y a une partie de ces bitcoins qui commence à bouger un petit peu depuis quelques semaines. Alors, à coût de petites transactions, entre guillemets, proportionnellement au montant des 50 000 bitcoins. Mais il y a quelques centaines de bitcoins qui bougent à droite, à gauche. Et l'information importante, c'est que ces bitcoins-là bougent vers des plateformes d'exchange. Et généralement, quand on bouge des bitcoins vers une plateforme d'exchange, c'est potentiellement pour les vendre, ou en tout cas pour effectuer des échanges. Et donc ça, plus l'affaire MTGOX, forcément, ça interpelle un petit peu le marché. Pourquoi l'Allemagne aujourd'hui déciderait-elle de vendre des bitcoins? Si elle les déplace sur exchange, est-ce que c'est réellement pour les vendre? On n'a pas cette information. Ça reste aujourd'hui un montant qui est modéré. Je crois que l'ensemble des bitcoins qui ont été bougés, c'est à peu près 150 millions de dollars, donc ça reste raisonnable. Mais on sait qu'ils ont cette réserve à côté. Donc si effectivement les gouvernements commencent à ajouter de la pression vendeuse avec les bitcoins qu'ils détiennent, potentiellement ça peut rentrer dans une espèce de spirale négative pour le prix, mais aujourd'hui on n'a pas de certitude sur le fait que l'Allemagne souhaite vendre ou pas ses bitcoins. Et dans la même semaine, Claire, un autre gouvernement a décidé de toucher à ces bitcoins. On parle d'une transaction de plusieurs centaines de millions de dollars. Elle a été initiée par un portefeuille qui appartient aux États-Unis. Oui, alors ça, on peut le voir aujourd'hui, puisqu'il y a un certain nombre d'entreprises qui tracent les données sur les différentes blockchains et qui savent désormais identifier les portefeuilles qui appartiennent au gouvernement. Donc là, ce qu'on a vu, c'est une transaction d'un portefeuille américain jusqu'à la plateforme Coinbase d'à peu près 240 millions de dollars, en grosso modo 4000 bitcoins. Donc forcément, c'est une somme importante et ce qu'on imagine, a priori, c'est que ce montant correspond à une saisie qui avait été effectuée, là il faut remonter dans le temps, en 2013, dans l'affaire Silk Road, donc c'est une grosse saisie qui avait été faite par le gouvernement américain à cette période. Et forcément, ce qu'on imagine quand un gouvernement fait une transaction de cette ampleur vers une plateforme d'échange, c'est qu'il a l'intention de vendre les bitcoins pour récupérer notamment du dollar américain. Donc forcément, c'est dans la même veine que tout ce qu'on a dit précédemment. Ça ressemble à une pression vendeuse sur le marché, donc c'est pas très bon sur le cours du bitcoin. Mais plus globalement, avec tout ce qu'on vient de dire là dans les 10 dernières minutes, on a vraiment l'impression qu'il y a un certain nombre de cadavres dans les placards ou de certain nombre d'affaires qui reviennent, qui datent d'il y a plusieurs années, dans lesquelles il y a des remboursements qui arrivent ou il y a des ventes qui arrivent d'un montant de bitcoin qui est en fait important parce que tout simplement il y a 5 ans, il y a 10 ans, le bitcoin n'avait pas du tout le même prix qu'aujourd'hui. Et donc forcément, on se retrouve avec cette pression vendeuse qui arrive sur le marché. C'est pas pour autant qu'il faut être très inquiet, parce que là, on parle de montants qui peuvent sembler énormes. Il faut rappeler qu'aujourd'hui, on a un bitcoin qui est beaucoup plus mature qu'avant, avec des ETF qui ont aussi aspiré des énormes montants en bitcoin, avec un marché qui est quand même assez robuste. Et donc, c'est pas parce qu'un gouvernement va vendre 200 millions de dollars en bitcoin que ça va d'un coup faire une énorme pression sur le marché. C'est bizarre comme attitude. Généralement, c'est le b.a.-ba de la finance. Quand on veut déboucler une position importante, on essaye de le faire progressivement pour éviter de faire décaler les cours. Mais ils vont peut-être le faire progressivement. Le fait d'avoir envoyé leur bitcoin sur Coinbase ne veut pas dire qu'ils ont vendu tout d'un coup. Ouais. Ils ont probablement mis les 240 millions sur Coinbase pour ensuite pouvoir en vendre petit à petit. Thibaut, on reste aux États-Unis avec une annonce qui va sans doute ravir les investisseurs. Les ETF spot en Ethereum, c'est pour très bientôt, ça c'est ce que nous dit Reuters. Qu'est-ce qu'on a comme information et surtout quelles sont les prochaines échéances ? Ouais, pour le coup, on va aller un peu au contre-pied de ce qu'on a dit là. On a parlé de beaucoup d'actualités qui étaient susceptibles de créer une potentielle pression vendeuse. Là, potentiellement, on a une annonce qui a créé une pression acheteuse. Donc, effectivement, les ETF spot Ether, on en parle depuis un moment. C'est certainement la dernière fois qu'on en parlera, puisque a priori la date qui est sortie, c'est la date du 4 juillet, donc jeudi prochain. Donc potentiellement dans l'émission de la semaine prochaine, on pourra dire que c'est enfin live et on pourra tirer peut-être des premières conclusions. Aujourd'hui, ça semble vraiment la dernière ligne droite. Il y a un avocat d'un des émetteurs qui a dit qu'ils étaient en train de régler quelques petits détails mineurs. On a également Gary Gensler qui a dit que c'était en bonne voie. Donc, a priori, tous les feux sont ouverts. Et la semaine prochaine, on devrait pouvoir en parler d'une manière définitive en disant que c'est live. Si on regarde ce qui s'est passé sur les ETF en Bitcoin, entre le
le moment où ça a commencé à bouger, le moment où ils sont effectivement arrivés sur le marché. Ça donne quoi en termes de calendrier? Quand est-ce qu'on pourrait les avoir concrètement, ces ETF en Ether sur le marché? On imagine que ça devrait être début juillet. Ouais. Voilà, donc c'est vraiment imminent. Exactement. Reuters a annoncé il y a quelques jours qu'on pouvait s'attendre au 2 juillet ou au 4 juillet. Alors il y a toujours des petites incertitudes sur la date, mais Gary Gensler, le patron de la SEC, a quand même dit que pour l'instant ça se passait très bien. Ouais. Et l'ensemble des gestionnaires d'actifs sont en train de se préparer. Mais en tout cas, l'unité de compte, c'est le jour ou la semaine, c'est pas le mois, quoi. Oui, ouais. Là pour l'instant, ce à quoi tout le monde s'attend. Encore une fois, il faut être prudent, mais pour l'instant, tout le monde s'attend à un démarrage des ETF Ether début juillet. Claire, comment est-ce que les gestionnaires d'actifs se préparent à ce lancement? Thibault l'a dit, on est vraiment dans la phase finale. Donc là, on est dans des modifications vraiment mineures sur les dossiers. Donc il n'y a pas tellement de sujets, j'ai envie de dire, le gros est passé. Maintenant, la question, c'est plutôt quels vont être les volumes sur ces ETF. Il y a un certain nombre d'analystes qui s'attendent à une hausse de 40% du prix de l'Ether. Encore une fois, il faut être prudent, mais c'est vrai, quand on regarde ce qui s'est passé avec les ETF Bitcoin, on s'attend forcément à une hausse là aussi, d'autant plus que les gestionnaires d'actifs sont grosso modo les mêmes. Là, on a 8 gestionnaires d'actifs qui ont déposé des dossiers pour des ETF Ethereum et qui devraient être validés. On y retrouve Grayscale, on y retrouve BlackRock, on y retrouve Van Eck, qui sont globalement les mêmes que les gros players Bitcoin. du marché. Donc ce sont des gestionnaires d'actifs qui savent a priori faire sur ce marché. Donc je pense qu'ils se préparent en répliquant plus ou moins la stratégie qu'ils ont eue sur les ETF Bitcoin. Thibault, on va parler d'un tremblement de terre, petit tremblement de terre, mais c'est un changement quand même sur le marché des exchanges. Coinbase, le géant américain, a cédé sa place de deuxième plus grande plateforme de trading crypto au profit de Bybit. C'est une surprise ou est-ce qu'on s'attendait à ce changement dans le classement ? Alors, ça dépend où on se positionne. Ça peut apparaître comme une surprise puisque c'est vrai que, à l'inverse d'un Binance ou d'un Coinbase qui sont très très présents dans les sphères institutionnelles, politiques, publiques, etc., c'est moins le cas de Bybit. Donc, ça peut créer une surprise pour tous ces acteurs-là qui n'ont pas forcément beaucoup d'interactions ou pour qui Bybit n'est pas forcément une plateforme très, très connue. Pour les acteurs qui sont, pour les purs players de la crypto, pour les gens qui côtoient cet écosystème de manière plus régulière, ça sonne moins comme une surprise puisque Bybit est un petit peu plus identifié et là où de nombreux produits ont été fermés ou limités sur d'autres plateformes, Bybit a continué à les déployer, ce qui leur a permis de récupérer pas mal d'utilisateurs un petit peu à droite à gauche et également des volumes. Donc c'est moins une surprise sous cet angle-là. Après, en termes de croissance, en termes de part de marché, Bybit a une croissance qui est absolument impressionnante sur les 12 derniers mois. C'est la plateforme qui a la plus grosse croissance. Donc sur ça, c'est pas une surprise non plus. Si on se positionne en revanche en tant que Français, franco-européens, ça soulève quand même des questions, puisque aujourd'hui, Bybit n'est pas forcément en règle avec les différentes juridictions, notamment la juridiction française. En fin d'année dernière, on avait Bybit qui avait annoncé qu'il fermerait l'accès aux utilisateurs français parce qu'ils n'étaient pas bons au niveau de la régulation et ils recevaient une certaine pression. Finalement, en début de cette année, on apprenait qu'ils étaient dans le top 10 des plateformes les plus utilisées par les Français dans l'étude de la DAN et de KPMG. Et il y a encore un mois, on avait l'AMF qui mettait une mise en garde auprès des investisseurs puisque Bybit figure sur leur liste noire. Donc ça paraît assez dingue aujourd'hui quand on voit toute la structuration réglementaire qui est en train de se mettre dans l'écosystème crypto, de voir une plateforme qui devient le dauphin de Binance, qui devient la deuxième plus grosse plateforme de trading crypto au monde, même s'ils sont loin derrière Binance, qui est devant Coinbase, devant OKX, et qui n'est pas régulé, qui est même sur la liste noire de certains grands régulateurs. Donc ça pose des questions. Quand on se positionne en tant que plateforme, si je prends la parole en tant qu'établissement régulé, comme c'est le cas pour nous avec Meria, forcément, ça crée des frustrations, parce qu'on se dit c'est frustrant qu'aujourd'hui, en 2024, encore des plateformes qui ne sont pas forcément en règle dans toutes les juridictions puissent avoir encore cette croissance. Après, ça ne veut pas dire que la plateforme n'est pas fiable, ça ne veut pas dire que ça ne travaille pas bien en coulisses. Je ne connais pas les fonctions de Bybit et leur place sur les différentes autres juridictions, mais en tout cas, sur ces points-là, c'est vrai que ça peut paraître un peu surprenant.
On revient en Europe avec des infos sur le projet ou sur l'euro numérique de la Banque Centrale Européenne. On a eu pas mal d'informations, Claire, ces derniers temps, feuilles de route, rapports. Où est-ce qu'on en est et surtout, qu'est-ce qu'il faut retenir de ces annonces ? Pas non plus énormément d'informations, mais effectivement, on apprend un petit peu plus. On s'en sait un petit peu plus. On apprend que la BCE lance une sorte de démarche collaborative avec pour objectif d'avoir fixé, acté le cadre technique et réglementaire de l'euro numérique d'ici fin 2024. Donc il va probablement y avoir une consultation avec un certain nombre d'acteurs. On imagine les banques commerciales, mais pas que, probablement un certain nombre d'institutions. La BCE a surtout voulu aussi rassurer les citoyens européens quant au respect de la vie privée. Qui est lié à l'émission de cet euro numérique. C'est une des grandes craintes en fait de la plupart des gens, de se dire est-ce que ma vie privée va être assurée avec cet euro numérique, est-ce que mes données n'ont pas fuité un peu de partout. Donc il y a deux volets ici dans cette opération destinée à rassurer les gens. Il y a un volet technique où effectivement la BCE annonce qu'il y aura du chiffrement, qu'il y aura un certain nombre d'algorithmes qui vont permettre de maintenir la vie privée avec du pseudonymat, etc. Alors on a quand même envie de dire encore heureux qu'il n'y ait pas des bases de données avec tout en clair dedans. Et puis il y a un deuxième volet qui consiste à dire les prestataires non autorisés n'auront pas accès à des données de transactions individuelles, donc avec des niveaux d'autorisation auprès d'un certain nombre d'entreprises. Évidemment aussi des sujets quant au consentement des utilisateurs pour que leurs données soient utilisées à des fins commerciales. Donc un certain nombre de points qui honnêtement sont assez basiques. On pouvait quand même attendre ça de la BCE. Donc je ne suis pas sûre que ça rassure tout le monde, mais c'était une communication très clairement nécessaire puisqu'on commençait à voir arriver sur les réseaux sociaux des inquiétudes, pas que du monde crypto, mais aussi beaucoup plus largement des sphères économiques quant à cet euro numérique. Mais est-ce qu'on n'est pas aux antipodes de ce que cherchent les banques centrales ? Généralement, elles aiment la traçabilité des transactions. Ce n'est pas du tout l'état d'esprit des cryptos. Alors, les cryptos sont... On peut tracer, les cryptos sont au contraire très traçables. Preuve en est qu'on a parlé tout à l'heure du wallet d'un gouvernement américain qui a pu être vu avec une transaction vers une plateforme d'échange. Ce que les régulateurs n'aiment pas du tout dans les cryptos, c'est les quelques cryptos qui garantissent un anonymat comme Monero, comme Zcash, qui sont d'ailleurs interdites de listing sur un certain nombre de plateformes. Qui existent naturellement. Il y a toujours en fait une sorte de course entre ceux qui développent des outils destinés à garantir l'anonymat en ligne et puis ceux qui luttent contre le développement de ces outils. On a vu d'ailleurs des développeurs être condamnés à de la prison ferme pour avoir créé ce type d'outils. Vous avez toujours le sentiment qu'elles avancent un petit peu à reculons, les banques centrales, sur cette question ? Elles sont prudentes, très très prudentes. En fait, elles avancent pas tellement sur le sujet crypto, elles avancent sur des monnaies numériques de banque centrale. Mais qui ne sont pas tout à fait comparables. Ça dépend évidemment lesquelles. Aux États-Unis, j'ai l'impression qu'on avance moins sur ce sujet MNBC et qu'il y a peut-être une plus grande ouverture sur le sujet crypto. Allez, on termine Thibaut avec le bon plan de l'été qui nous vient des États-Unis. Une prime de 5 millions de dollars sera reversée à quiconque permettra de mettre la main sur Ruja Ignatova. C'est la crypto queen à l'origine de OneCoin. Elle est recherchée, je crois, depuis plusieurs années. Ouais, c'est ça. Alors, OneCoin, c'est une fraude financière d'envergure. On parle d'un préjudice global d'à peu près 4 milliards. Qui a exercé, je crois, entre 2014 et 2019, qui est tombé en 2019. Et depuis 2019, aucun signe de vie de cette fameuse crypto queen qui reste absolument introuvable. Alors d'autres acteurs importants de l'organisation OneCoin sont aujourd'hui derrière les barreaux, qui ont pris, je crois que le cofondateur a pris plus de 20 ans de prison. On en parlait un petit peu moins et on en reparle maintenant un petit peu parce qu'il y a depuis quelques semaines, quelques mois, on a eu de nouvelles arrestations qui sont arrivées avec des gens qui étaient plus ou moins liés à l'organisation, qui ont aujourd'hui été arrêtés, d'autres qui sont venus directement se livrer. Et par conséquent, là, le FBI a remonté la prime à quiconque donnait des informations qui permettaient de mettre la main sur Ruja Ignatova. Alors, c'était $100 000 précédemment, maintenant c'est 5 millions, donc un montant qui est important. Elle fait partie depuis 2022 des 10 fugitives les plus recherchées. Donc c'est une histoire qui est digne d'une saga qu'on retrouvera très certainement sur les plateformes dans quelques années. Affaire à suivre. Ouais. On retrouvera peut-être ça sur Netflix, effectivement, dans quelques années. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir passé en revue les dernières actus de la semaine et du monde des cryptos. Merci à Thibaut Boutroux, donc directeur des opérations de Meria, et merci beaucoup Claire Balva d'avoir été en plateau, VP Stratégie chez Desblocs. Je vous rassure, la semaine prochaine, vous retrouverez Guillaume Sommerer aux commandes des pros des cryptos. Dans un instant, BFM Bourse. On va beaucoup vous parler de politique dans BFM Bourse cette semaine.
semaine avec les élections législatives, évidemment, en France ce week-end. Est-ce que le marché a déjà pricé un scénario? Et puis on parlera aussi des élections américaines. Premier débat entre Joe Biden et Donald Trump. Clairement, le débat a tourné à l'avantage de Donald Trump. Les intentions de vote pour Joe Biden se sont littéralement effondrées. On va vous raconter tout ça. On vous parlera aussi de l'impact marché juste après la pause. À tout de suite.